Je vais passer la parole à Laetitia, la vice-présidente de la fédération, qui va enchaîner et vous présenter la conférencière suivante. Bonjour à toutes et à tous. On a la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir Vanessa Bekele, qui est chargée de recherche, chargée d'études à l'Université de Genève, qui a travaillé aussi à Lyon avec le professeur Gardou et qui a produit sa thèse, enfin, peut-être que tu présenteras tout ça, sur notamment les aides techniques et les 10. Donc il y a une grande expérience sur ces publics-là. On va lui laisser la place pour sa conférence « Parcours scolaire inclusif, une quête identitaire entre rupture, transition et clandestinité ». On va découvrir ce qui se cache derrière ce titre un petit peu énigmatique. Oui. Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais essayer d'être coucou suisse, hein, c'est ça, 30 minutes. C'est bien ce qui est imparti. Je prends le téléphone, pour ça au moins je suis sûre de respecter le timing. Alors, bonjour aux parents, aux professionnels. Je crois avoir vu aussi quelques jeunes, non pas que les autres ne le soient pas, hein, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, c'est avec plaisir hein, que je participe aujourd'hui à cette 19e journée nationale des 10. Et je remercie particulièrement Laetitia Branciard et Nathalie Gros pour cette invitation et me faire confiance pour cette conférence ce matin. Alors, juste par parenthèse, je me disais que vous savez, aéroport, arrêt-au-port, ça aurait même valu le coup de détacher arrêt au port. Et je suis sûre que ça aurait pu aussi donner le sens de comment des 10 peuvent voir le monde à travers une autre lecture. Un langage des oiseaux, comme on dit. Alors, on a convenu ensemble que mon propos porterait sur la question des parcours scolaires adaptés, aménagés selon le besoin des élèves, mais non pas tant à partir des moyens et des ressources existants, qui sont quantifiés et qui font souvent l'objet déjà de nombreuses analyses, mais nous avons choisi aujourd'hui de le faire à travers des expériences de celles et ceux qui en bénéficient, qui les vivent, au plus près et qu'ils éprouvent au quotidien. Celles et ceux que Charles Gardou, dont on parlait justement, qualifie des experts de l'intérieur. Alors pour ce faire, je vais me centrer sur quelques lignes de force qui me semblent particulièrement ressortir lorsqu'on confronte justement des recherches qui ont été conduites sur ce sujet, et notamment sur la mise en œuvre de l'école inclusive, ou en tout cas une école qui se veut inclusive, et qu'on confronte ces recherches-là aux témoignages des élèves et des jeunes adultes qui les expérimentent. Alors, mon intention avec vous ce matin est de pouvoir comprendre justement ce que je vais qualifier de dynamiques inclusives, entendues dans son sens premier, à savoir des mouvements qui sont animés et qui vont parfois dans des forces contraires et qui entraînent des transformations, voire des évolutions, tant au niveau, j'allais dire, des moyens, des politiques, mais aussi, surtout et avant tout, des transformations au niveau des jeunes 10. Alors, il s'agit ici de laisser une place à ce qu'on appelle, et ce que Delory Montberger appelle le langage de l'expérience. Le choix de cette approche biographique des parcours inclusifs vise à nous comprendre véritablement de l'intérieur ce que les aléas d'un parcours scolaire, mais aussi d'un parcours de formation ou un parcours d'insertion professionnelle, eh bien, savoir un petit peu comment ces adolescents, ces jeunes y donnent sens et le sens qu'ils lui attribuent, comment ils perçoivent ces aléas, ce qui fait entrave pour eux, ou au contraire, ce qui a pu faciliter ce parcours, et voir comment ces aléas amènent ces jeunes à transformer leur conception, mais aussi, comme on va le voir, leur choix de vie et leur choix professionnel. Enfin, à partir de ces éléments de compréhension, le but pour moi, c'est d'essayer d'être dans la thématique, essayer de repérer les défis qui restent encore à relever et peut-être d'appréhender quelques leviers qui pourraient permettre à celles et ceux qui accompagnent et soutiennent ces jeunes de disposer de clés
pour penser, de clés pour agir. Alors sachez que pour l'anecdote et par parenthèse, en tout cas le choix d'aborder l'histoire de ces élèves et la biographie de ces élèves a émané d'une rencontre que j'ai faite avec une jeune que j'avais comme élève quand j'étais moi-même enseignante en CLIS à ce moment-là, Ulysse maintenant, et que j'ai revue 10 ans après l'avoir quittée. Et donc, on a été amené à discuter un petit peu de son parcours et notamment comment elle avait vécu son expérience scolaire, sachant qu'elle avait alterné des temps en classe ordinaire et des temps en classe spécialisée. Et ce que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est la manière dont elle se saisissait de certains points qui, pour moi, en tant qu'enseignante, avaient été finalement pas forcément probants ou peu importants, mais sur lesquels elle avait complètement misé. Pour vous donner un exemple, elle m'expliquait que quand elle était en classe ordinaire, vraiment dans ses premières années d'école, puisqu'elle y a été jusqu'en CE2, eh bien, elle expliquait que ces difficultés étaient telles, puisqu'elle présentait des troubles du langage et puis des troubles sévères de la coordination. Eh bien, ces difficultés étaient telles qu'on lui proposait, pour lui permettre justement de connaître régulièrement la réussite, des exercices plutôt un peu systématiques, peu complexes, de manière justement à ce qu'elle puisse garder un bon rapport à la chose scolaire. Malgré tout, ça n'a pas suffi. Elle a été orientée en CLIS et en Ulysse, donc, et quand elle est arrivée, eh bien, très vite, ce que je faisais faire aux élèves, je proposais, justement pour relever le défi, de travailler avec ces élèves qui présentaient des troubles du langage, eh bien, de travailler sur des articles de journaux, sur des albums, avec des systèmes d'aide qui étaient à choix. Et elle m'a signifié que le premier jour où j'avais proposé ça, elle s'était dit « Ah, mais ça ne va pas être possible, j'ai jamais pu faire ça, ça fait des années que je ne fais plus ça ». Elle a eu un moment d'angoisse, mais comme il y avait des systèmes d'aide, elle y est allée et elle m'a expliqué que de ce jour, elle a compris que c'était possible. Et elle m'a expliqué surtout que tout au long de son parcours, à chaque fois que quelqu'un lui avait opposé « Non, non, il ne faut pas que tu ailles, tu n'y arriveras pas », qu'elle se rappelait de cette expérience-là pour arriver justement, en tout cas, faire l'essai. Et elle m'a même dit qu'elle avait pu justement passer un bac professionnel. On l'avait complètement détournée de cette voie-là. Elle était retournée voir ses professeurs en disant « Vous avez vu, j'y suis arrivée ». Donc, vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que finalement, nous, en tant que professionnels, en tant qu'accompagnants, en tant que parents, on a une vision des choses. Mais ce qui est très important, c'est de voir comment eux perçoivent, comment eux vivent ces aléas. Et donc, qu'est-ce qu'on en apprend, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement comme conception, comme moyen pour réfléchir et pour leur permettre d'aller toujours plus loin. Alors, vous voyez donc que ce langage de l'expérience nous permet d'identifier dans des parcours singuliers ce qui peut constituer des points d'ancrage, mais aussi, on va le voir, des facteurs que je vais qualifier de désolation pour certains, et que c'est ces facteurs que l'on ne peut taire parce qu'ils donnent à voir justement les soubassements d'une école inclusive. Ces soubassements qui sont trop souvent, à mon sens, campés dans l'ombre. C'est donc dans cet élan que je me propose d'intervenir auprès de vous ce matin. Alors, pour débuter mon propos, il me semblait important au tout départ de rappeler quand même le sens profond d'une école inclusive, puisque c'est bien la dynamique, le paradigme dans lequel on est inscrit et surtout qui est régulièrement défendu. J'en rappelle la définition parce que je m'appuie vraiment sur ces valeurs et ces principes et ça va parcourir vraiment l'ensemble de mon propos. Alors pour cela, vous savez que les définitions, en tout cas entre les chercheurs, ça fait jamais l'objet de consensus, ça bataille un petit peu. Donc j'ai pris appui sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la France en 2010, et donc bien évidemment qui fait toujours l'objet d'une évaluation, et qui mentionne dans son article 24 le fait de garantir, je reprends les termes ici, le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi. Cette convention mentionne aussi que des enfants ne doivent pas être exclus de l'enseignement obligatoire sur le seul fondement de leurs troubles ou de leurs déficiences.
Enfin, elle rappelle le droit d'accès à un enseignement inclusif à l'aide d'aménagements raisonnables, et ce, en fonction des besoins de chacun. Il me semble ici qu'on a de bonnes bases pour réfléchir, et notamment, on voit bien que l'école inclusive relève bien du droit pour tous et toutes de bénéficier bien évidemment d'une éducation, d'une scolarisation, d'une formation même tout au long de la vie, qui réunit, et c'est là que je pense que je vais aussi focaliser mon propos, les conditions les plus satisfaisantes pour que chacun puisse apprendre au maximum de ce qu'il peut. Alors, maintenant, comment ce propos, comment ces valeurs, comment ces principes se traduisent aujourd'hui? Alors, vous le savez, comme moi, que la mise en œuvre de l'école inclusive se présente très souvent, quand on écoute des chercheurs, mais aussi des politiques, par des statistiques qui permettent de quantifier son effectivité très souvent. Néanmoins, derrière ce chiffre se tapissent des histoires singulières, montrant combien le processus inclusif engagé, depuis plusieurs décennies maintenant, renferme des forces contraires aux valeurs et aux principes que je viens de vous présenter, et donc valeurs et principes défendus. Pour comprendre ce paradoxe, je vous invite déjà à nous intéresser au parcours des élèves dans cette école. Alors, si les effectifs d'élèves déclarés à besoins éducatifs particuliers, scolarisés donc en milieu ordinaire, ont effectivement triplé, il n'en demeure pas moins qu'en regardant de plus près, les trajectoires de ces élèves paraissent peu souvent rectilignes. Mais on va dire qu'elles sont plutôt marquées de soubresauts, d'alternance, de bifurcation, voire de ruptures multiples, qui nous disent finalement combien les parcours inclusifs, en tout cas ceux qu'on souhaite qu'ils soient inclusifs, peuvent être surtout des parcours heurtés, même si ce n'est pas le cas de tous. Derrière ces chiffres et ces constats se cachent évidemment des expériences complexes qui sont marquées fréquemment par ce que l'on retrouve très fréquemment, effectivement, une incertitude chronique, c'est-à-dire pour ces élèves, ne pas savoir ce que l'année actuelle, celle qu'ils vivent, leur réserve, mais surtout ce que l'année d'après leur réserve, le fait de lutter, d'espérer remplir les exigences pour avoir le droit de rester là où ils sont, pour ne citer que ces exemples. La question de l'orientation et des transitions qu'elle appelle est ici prépondérante, et à travers l'enquête que vous avez mentionnée, on voit bien combien ça ressort aussi dans les témoignages des personnes. Et on voit effectivement que lorsqu'on se saisit des recherches biographiques, eh bien, ça occupe beaucoup de place dans les narrations. De l'extérieur, si on considère vraiment du point de vue de l'extérieur, Anne Revillard met par exemple en lumière des formes de discrimination directe avec effectivement des relégations des élèves vers des établissements spécialisés ou encore vers des professions types. En effet, il apparaît que plus les troubles présentés par ces jeunes sont importants et semblent avoir d'impact sur les apprentissages, plus les orientations vers des dispositifs de l'enseignement spécialisé ou de l'enseignement privé sont récurrentes et s'opèrent précocement. Les anticipations de difficultés qui sont faites dans la perspective de certaines voies de formation fondent même quelquefois un avenir pronostic et façonnent dès lors un éventail plutôt restreint de voies d'études secondaires, et notamment les voies, en tout cas les possibilités d'accès dans les études supérieures s'amenuisent. On sait en bout de chaîne que les personnes 10, mais plus largement aussi les personnes en situation de handicap, ont 2 fois moins souvent un diplôme de niveau Bac+2 ou supérieur à Bac+2 que l'ensemble de la population. Si on considère ces mêmes orientations de l'intérieur, eh bien, on voit qu'elles sont diversement appréhendées par les jeunes que nous avons interrogés. Et souvent, ils l'expliquent comme étant des réponses nécessaires à leurs besoins spécifiques. Ils démontrent par là des formes de résignation à leur supposée inadéquation au contexte scolaire ordinaire ou à une formation qu'ils auraient désirée. Certains témoignent aussi de leur propre autocensure,
avec le renoncement à certaines orientations considérées pour eux comme irréalisables, quand ce ne sont pas tout simplement des proches ou des professionnels qui les détournent de leurs projets et leur conseillent, voire leur dictent une autre orientation. Ce sont aussi des orientations subies pour certains, mais auxquelles les jeunes tentent de donner du sens. Les uns y verront de nouvelles possibilités de faire appartenance à un groupe de pairs leur ressemblant davantage. D'autres, voyant dans la rupture avec les apprentissages scolaires académiques au profit de voies plus professionnelles, une initiation, et je reprends un de leurs termes, à une vie qui commence à montrer la vie active. Et pour eux, c'est une préparation, en tout cas certains témoignent comme cela, à des formes diverses de responsabilisation, notamment quand ils connaissent ou quand ils commencent à entrer dans des formations comprenant des stages, et des formations auxquelles ils doivent se préparer suffisamment précocement, à cette responsabilisation, cette autonomie. Ils disent qu'ils doivent s'y préparer justement compte tenu de leurs troubles. Dans la recherche que j'ai pu conduire avec Jennifer Fournier à ce propos, les jeunes adultes que nous avons interrogés nous disent aussi combien plane au-dessus d'eux régulièrement une épée de Damoclès, avec une préoccupation forte et souvent précoce d'acquérir les bases nécessaires à une existence future qu'ils veulent en dehors du giron familial, et que ce soit par l'acquisition progressive d'une autonomie, l'appartenance à un groupe ou un tissu social, ou bien évidemment par la réussite scolaire. On retiendra aussi que les ruptures partielles ou totales que ces orientations entraînent dans le parcours scolaire ou de formation, et notamment au niveau social, peuvent autant être attendues par ces jeunes, surtout quand le parcours ou un morceau de leur parcours a été douloureux, ou complexes, ou attendues, ou complexes, voire douloureuses à expérimenter. Si l'on s'approche encore plus précisément de ces parcours, et de ces élèves, notamment qui ont fréquenté de manière alternative des structures de l'enseignement spécialisé, ou vous savez, qui ont fait l'expérience ce qu'on appelle un double contexte de scolarisation, donc à la fois en étant scolarisés en classe ordinaire et puis dans un dispositif de type Ulysse, eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Un certain nombre de travaux qualitatifs qui se sont intéressés à cela rapportent que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les élèves ne remettent pas forcément en question ces modes de scolarisation que l'on pourrait considérer quelquefois en marge des structures ordinaires. Ils citent notamment les appuis dont ils ont pu bénéficier au sein de ces dispositifs, tant dans les relations de proximité qu'ils ont pu établir avec les enseignants, et les enseignants spécialisés notamment, que dans les aménagements pédagogiques qui leur ont été proposés. Mais au-delà de ces soutiens pédagogiques, certains témoignent de la posture adoptée par certains de leurs enseignants. Ils rapportent notamment le temps de l'écoute, les possibilités qu'ils avaient de s'exprimer, la considération de leurs difficultés, mais aussi de leurs forces, et point très intéressant, du maintien d'une forme qu'ils qualifient de normalité dans le statut et le rôle d'élève. À ce propos, l'un d'entre eux dit justement, en parlant de son enseignant, « J'ai apprécié qu'elle ait pris ce temps-là et qu'elle m'ait expliqué. Pas qu'elle m'ait écarté ou quand j'étais dans la pièce, qu'on parle de moi sans vraiment qu'on m'explique. Elle me parlait bien, enfin voilà, elle me considérait comme tout autre enfant. » Ils évoquent aussi, à ce propos, des espaces et des temps qui sont vécus comme des îlots de soulagement, des refuges, des opportunités de pause, mais aussi d'appartenance. Certains de ces jeunes viennent à signifier non pas leur exclusion partielle ou complète du contexte ordinaire, mais affirment leur double appartenance à ces deux contextes en les distinguant clairement. Ce qu'ils en disent et ce qui ressort de ces constats, c'est que leur histoire, elle se déploie finalement de manière singulière dans chacun de ces contextes. Quand ils sont dans le milieu spécialisé, leurs troubles deviennent invisibles dans la confrontation à des pairs qui leur ressemblent pour partie. Dans le contexte ordinaire, ils doivent apprendre, comme tout un chacun, à se construire une place et à cheminer,
sachant toujours et bien évidemment combien leur trouble peut constituer un obstacle ou un défi supplémentaire par rapport aux autres élèves. Néanmoins, certains d'entre eux témoignent aussi de l'ambivalence de cette double appartenance, qui n'est pas sans nous rappeler le principe de liminalité qui a été dépeint par Murphy, qui parle d'une situation d'entre-deux. Ce n'est ni une exclusion irrévocable, ni une véritable inclusion. Je vous rapporte ici un propos très évocateur d'une autre jeune qui illustre cette situation et qui dit, quand elle parle de son parcours, il y avait l'Ulysse et de l'autre côté le collège. C'était les gens normaux d'un côté et les gens anormaux de l'autre. Les gens de l'Ulysse étaient vraiment, vraiment très bien, mais, regardez cette jolie phrase, on était en fait tous isolés ensemble. Cela m'amène donc vers un deuxième axe qui me semble ressortir fortement des expériences relatées par ces jeunes et qui relève, selon moi, de la construction, voire de la quête identitaire qu'est la leur, notamment dans le rapport qu'ils établissent avec leur père. Si je reprends par exemple une enquête conduite par l'association Une école inclusive pour tous, vous savez, qui a travaillé à partir des boîtes aux lettres qui étaient mises dans les écoles pour recueillir justement les doléances des enfants, eh bien, il apparaît à travers cette enquête, et elle est corroborée par d'autres, que le nombre d'élèves déclarés à besoins éducatifs particuliers et qui sont harcelés, eh bien, sont à hauteur de 35% contre 14% chez des élèves qui ne présentent pas ce type de trouble. D'autres enquêtes montrent aussi que dans le second degré notamment, ces élèves disent ressentir plus souvent du stress lié au travail scolaire et ressentir peu de soutien de la part des autres élèves. Et là, je pense que ça corrobore complètement ce que vous avez mis en avant juste avant. Alors justement, quand on les interroge à ce propos, la plupart des jeunes décrivent des relations qui sont aussi ambivalentes que leur parcours avec leurs camarades. Beaucoup, vraiment, ils sont très nombreux à faire état de moqueries, de rejets, qui ont parfois profondément affecté leur expérience scolaire. Ce qui est important ici, selon moi, c'est de mesurer comment ces jeunes appréhendent leurs propres difficultés au prisme du regard des autres et la compréhension justement qu'ils en retirent. On s'aperçoit aussi d'une dynamique inclusive qui est tout à fait particulière puisqu'elle repose pour eux sur la nécessité d'un double parcours intérieur. Un parcours d'identification qui conduit ces jeunes à tenter de comprendre ce qui les caractérise, à la fois dans leurs forces et dans leurs faiblesses. Mais ce parcours est conjugué à un autre, que j'appellerai ici le parcours de reconnaissance, en reprenant ces termes de Ricoeur, durant lesquels ils cherchent cette fois-ci à être compris des autres. En effet, en parlant de la relation aux autres, certains d'entre eux expriment que le fait d'être compris et admis impacte positivement l'appréciation qu'ils portent sur leur propre parcours scolaire et inversement, ne pas être accueillis ni acceptés dans ce qui fait toute leur singularité écorche la confiance et l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. D'autres évoquent encore leur besoin crucial de normalisation, se refusant catégoriquement à être assignés à une étiquette ou à un trouble. Ceux-ci pouvant même les conduire, et je suis sûre que vous en connaissez, à refuser les aides au risque de l'épuisement scolaire. Godefroy-Lansade montre aussi, avec des enfants présentant d'autres types de troubles, combien la fréquentation d'une Ulysse, aussi bénéfique soit-elle, peut être mal vécue, notamment pour les conséquences sociales qu'elle entraîne. D'autres, au contraire, à l'issue souvent d'un parcours long et donc d'un diagnostic posé précocement, consentent à leur singularité et ils en font même un objet de revendication, devenant quelquefois les négociateurs de leurs aménagements pédagogiques auprès des enseignants. Ce qui transparaît donc de ces témoignages, c'est l'attention qui s'opère dans le cheminement conduisant à l'acceptation de ses propres troubles, surtout lorsque ceux-ci sont captés de manière inappropriée, voire abusive, par le regard des pairs,
mais j'allais vous dire aussi par le regard des adultes qui les entourent. On peut ainsi avoir parfois l'impression dans les expressions que ces jeunes emploient qu'ils cohabitent, je vais peut-être aller un peu loin, mais je vais m'y essayer, avec un autre eux-mêmes, comme un jumeau, avec lequel ils partagent un patrimoine commun, mais qui pourtant n'est pas eux. Ce jumeau, ce trouble, est mis en avant pour la reconnaissance des droits, pour la réponse aux besoins, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'exister à travers ce prisme-là. Mais ils nous disent qu'ils veulent aussi exister pour tout ce qui n'est pas lui. Cela peut paraître un tiraillement continu, un tangage auquel il faudrait finalement consentir pour parvenir à se construire dans une image qui ne soit pas trop réductrice de soi-même. Cette construction identitaire s'échafaude aussi par l'expérience des aides dont ces élèves bénéficient, qu'elles soient humaines, numériques ou pédagogiques, aides qui ne sont pas toujours comprises par les pairs. Certains élèves qui témoignent en effet de relations plutôt bonnes avec certains de leurs camarades, mais signifient devoir régulièrement expliquer et justifier ces aides pour écarter toute suspicion de favoritisme et ne pas éveiller chez leurs camarades des sentiments de jalousie ou des sensations d'injustice. Ce qui me permet d'aborder une dernière ligne que je souhaitais discuter avec vous ce matin, celle que l'on qualifie du paradoxe de l'aide. En effet, une école inclusive, on sait que c'est bien sûr la possibilité, au nom du principe d'équité, de bénéficier d'aménagements pédagogiques, de disposer de soutien humain pluriel ou encore de matériel spécifique, pour ne citer que cela. Alors, je ne reviendrai pas, bien sûr, sur le manque de moyens qui fait souvent l'objet de revendications, mais je vais plutôt ici aborder avec vous les tensions, les paradoxes que génèrent ces aides. Alors, pour prendre au tout départ l'aide humaine, notamment l'AESH, on sait que de nombreux parcours semblent reposer, voire dépendre d'une présence suffisante des AESH, mais des études montrent que la présence fréquente d'un tiers aux côtés de l'élève, notamment en situation scolaire, et bien évidemment cela dépendra aussi de la modalité d'intervention de ce tiers, et dans quelle mesure elle est réfléchie, choisie avec l'enfant et avec les enseignants, eh bien sans cela, ça risque d'altérer le développement ou le renforcement de l'autonomie des élèves. À ce propos, si les jeunes témoignent du fait que la présence d'aide humaine leur a permis de moins sentir la charge cognitive, de se sentir allégés en étant secondés dans des tâches scolaires qui leur semblaient finalement peu accessibles, beaucoup d'entre eux témoignent aussi de l'impact social de ce type de soutien, expliquant combien cette présence peut être stigmatisante pour certains d'entre eux, rendant visibles des difficultés qu'ils essayaient de camoufler ou qui restaient finalement invisibles aux yeux de leurs pairs ou entrant dans les difficultés scolaires communes qui étaient reconnues de tous. On retrouve un paradoxe similaire dans le recours aux aides technologiques. En effet, les retours d'expérience tant du côté des élèves que du côté des enseignants montrent l'écart qui existe entre les attentes, les espoirs qui sont nourris dans le recours à ce type d'outils et les usages qui en sont faits véritablement en situation scolaire. En effet, si les outils numériques permettent à beaucoup d'élèves de mieux apprendre, de mieux exprimer leurs compétences, en tout cas de faciliter cela, voire de contourner les obstacles à l'apprentissage, il n'en demeure pas moins que cet usage repose sur un engagement fort des élèves pour en automatiser l'utilisation dans un contexte scolaire. Mais il réclame aussi un engagement fort des enseignants. Et en effet, aussi performants que soient ces outils, ils ne peuvent en aucun cas se substituer à l'enseignant, au scénario pédagogique qu'il doit bâtir pour son usage et à la relation pédagogique, j'allais même vous dire au contrat didactique qui doit se tisser avec l'élève autour de cet outil. Par ailleurs, lors de la réflexion autour de l'attribution de ces outils, certains jeunes témoignent ne pas avoir été partie prenante des réflexions, ne pas toujours en comprendre le sens, ni la plus-value, surtout si ces outils réclament pour eux un temps long et coûteux pour se les approprier. Ils parlent aussi d'outils stigmates, du fait qu'ils soient seuls ou très peu nombreux à en bénéficier en classe,
ou encore parce que cela intime qu'ils soient placés à des endroits spécifiques en classe, notamment pour bénéficier de l'espace ou ne serait-ce que pour avoir une prise pour la batterie. Néanmoins, les récits de certains d'entre eux montrent aussi combien ces aides peuvent être admises, investies, mais ce que l'on remarque, c'est que ce passage-là se fait quand la construction identitaire est finalement en marche, quand le projet de formation ou le projet professionnel se profile et que finalement le besoin d'en faire usage prend le pas sur le regard des autres. Enfin, si beaucoup d'élèves peuvent bénéficier d'aménagements pédagogiques multiples au cours de leur parcours scolaire et de formation, les témoignages à ce propos évoquent fréquemment combien ils doivent être négociés encore, et ça fait un bon nombre d'années que ça se négocie, j'ai l'impression, mais négociés avec les enseignants, par la famille et par eux-mêmes. Ils relatent aussi un paradoxe. Plus ces aides leur permettent d'obtenir de bons résultats scolaires, plus elles peuvent être perçues négativement par les autres élèves et quelquefois remises en cause par les enseignants. Je ne pourrais enfin clore ce propos sans faire mention de l'aide parentale, puisque vous êtes nombreux ici. S'il y a une expression qui ressort constamment à ce propos, tant chez les parents interrogés que chez les jeunes, vous savez toujours, c'est bien sûr le parcours du combattant. Alors j'attire ici votre attention sur une nouvelle tension qui a été mise en lumière par un certain nombre de chercheurs, mais notamment dans une recherche qu'on a pu conduire avec Roland Emery et Greta Pelgrims à Genève, et qui montre combien les parents parviennent, pour partie d'entre eux, à développer des connaissances fines, comme celles portant sur les déficiences de leur enfant, sur leurs conséquences sur la scolarisation, voire le fonctionnement des systèmes scolaires réguliers spécialisés. Certains d'entre eux même excellent dans les droits, la connaissance de leurs droits et des lois, des principes qui régissent l'école inclusive, ou encore sur les différentes interventions thérapeutiques et pédagogiques qui leur paraissent pertinentes. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas de tous, de toutes les familles, certaines témoignant plutôt de formes d'impasse ou se déclarant assujetties aux décisions institutionnelles. L'absence de décision institutionnelle, justement. Néanmoins, dans le déploiement de cette expertise parentale, nombreux sont ceux aussi à déclarer souhaiter rester parents avant tout et appellent de leur vœu l'opportunité de remettre dans les mains des professionnels des rôles et des savoirs dont ils ont dû finalement s'emparer. Du côté des jeunes, c'est intéressant aussi de voir ce qu'ils peuvent en dire, puisqu'ils présentent fréquemment leurs parents comme des courroies de transmission d'informations, des conseillers, voire des pilotes de leur parcours. On s'aperçoit à travers leurs récits que les connaissances parentales, qui se construisent au fur et à mesure du parcours dans le temps, participent de leur propre expertise de jeunes adultes. De même, la volonté des familles à rendre intelligibles pour eux tout au long du chemin parcouru les difficultés rencontrées et les besoins auxquels ils ont dû faire face ensemble semble finalement participer à la mise en sens du parcours dont les jeunes ont pu rendre compte lors de ces enquêtes. Alors, quelles pistes retenir pour terminer ? Les quelques analyses conduites à partir des récits des experts de l'intérieur illustrent, s'il le fallait encore, combien dans le système éducatif actuel, les parcours des élèves, 10, mais plus largement des élèves déclarés en situation de handicap, prennent la tour de parcours que l'on pourrait qualifier quelquefois de parcours clandestins. En effet, l'école inclusive est en marche, mais l'accueil des élèves ne peut se faire qu'au bénéfice de mesures de soutien qui ne sont pas toujours comprises par les enseignants, par les élèves concernés eux-mêmes, ni admises par leurs pairs. Pour regarder toujours plus loin, et je me félicite du coup du « allons plus loin » que j'ai juste derrière moi, je me suis dit ça va tomber fort à propos, eh bien je pense qu'il faut continuer de tendre vers cet horizon inclusif. Et il me semble que pour cela, il va falloir nous départir quand même de certains prêts-à-penser. En effet, nous remarquons qu'aussi heurtés et chaotiques soient les parcours inclusifs, ils ne sont pas toujours source d'interprétations négatives de la part des élèves.
Certes, ils n'en sont pas toujours les initiateurs, ni les décideurs, mais ils participent de leur construction. Il n'en demeure pas moins, au regard de ce dont ces jeunes témoignent, que ce cheminement est possible et facilité dans la mesure où ceux qui les entourent, professionnels et parents, gardent forte la volonté de rendre accessibles les informations et les décisions qui les concernent, et surtout dans la mesure où ils les y associent. La mise en sens, l'expression et la captation des désirs, l'accueil des renoncements, même lorsque ceux-ci sont difficiles, sont autant de fils de traîne dans le tissage des parcours respectifs. Il semble en effet que c'est en partie ainsi que se construisent ces jeunes, car dans leurs récits, ils ont été en mesure d'énoncer très adroitement leurs capacités, leurs difficultés, les soutiens qui leur ont été favorables, mais aussi les empêchements auxquels ils ont dû faire face. Un autre prêt-à-penser que nous pouvons mettre au travail relève du rapport à l'autonomie, celle que nous pensons que ces jeunes devraient avoir et qu'on attend d'eux, et celle qu'ils conçoivent et avec laquelle ils composent. Certains jeunes se disent et se sentent autonomes alors qu'ils nécessitent et nécessiteront une aide, qu'elle soit humaine ou matérielle, au regard de leurs troubles, et ce, tout au long de leur existence. Rappelons-nous bien que ces dépendances, ces attaches à des aides auxiliaires sont justement souvent la garantie de cette autonomie. Les jeunes se construisent aussi dans l'expérience de ces aides, et notamment dans le fait de savoir demander de l'aide. Et ce, bien évidemment, dans la mesure où on leur donne l'opportunité de s'exprimer et de réfléchir ces accompagnements. On entend enfin aussi souvent que la priorité doit être de former ces enfants à l'autonomie, de les intégrer à la société, plus que de rechercher la performance scolaire. J'ose opposer ce matin à cette assertion qui se pose des fois comme une vérité, qu'il ne faut pas oublier que sans parler de performance scolaire, nous devons toujours nourrir la volonté farouche de déployer le plein potentiel de ces jeunes, en respectant bien sûr qui ils sont, en respectant leur temporalité, leurs empêchements, mais en respectant aussi leurs désirs et en nourrissant la croyance qu'ils ont d'eux-mêmes. Enfin, rappelons-nous que réfléchir les dynamiques inclusives, les structures, les moyens qui les portent en dehors des usages qui en sont faits et du sens que les premiers concernés en donnent, est certainement une gageure. Ces jeunes, comme tous ceux de leur âge, aspirent à toujours plus d'autonomie, de liberté, et les mesures de soutien, voire de protection que nous déployons tout autour d'eux et qui ont toutes leurs raisons d'être, ne doivent pas masquer le risque d'instiller chez eux des formes d'incompétence qui seraient moins l'expression de leurs incapacités que les craintes que nous pourrions projeter sur eux. Dès lors, réfléchir à ce qui fait frontière ou obstacle dans les parcours inclusifs nous invite certes à nous emparer des logiques de filière, des manques de moyens, à dénoncer les processus de stigmatisation, mais aussi à les dépasser en remettant au travail nos propres conceptions, nos propres points de vue, qui pourraient participer par moments à des formes potentielles d'exclusion. Donc l'école inclusive, mais la société inclusive par extension, est en mouvement. Et l'histoire nous montre bien combien le fait d'allier nos forces, associations et chercheurs, contribue à ce travail de longue haleine. Donc je ne peux que vous inviter à poursuivre ce chemin ensemble. Je vous remercie de votre attention.